Donc moi j'ai un parcours où en fait le fil rouge a toujours été l'étude du corps et notamment de la relation corps-esprit, sur un point de vue personnel mais aussi clinique puisque je suis thérapeute psychocorporelle, donc j'accompagne des gens en individuel avec des méthodes corporelles. Aussi parce que je suis formatrice, donc j'enseigne les thérapies psychocorporelles et je pense que j'ai une âme de chercheuse parce que je n'ai cessé de faire des études en fait autour de la notion de corps, corps-esprit, comment on articule tout ça et surtout comment on dépasse tout ça, hein, comment on dépasse le dualisme corps-esprit. Mais de quel corps on parle? C'est quoi le corps? Est-ce que c'est juste une machine biologique, comme nous le dit notre culture matérialiste et donc notre science, notre médecine? Est-ce que c'est juste une enveloppe pour l'âme, comme le disent les traditions ésotériques, les religions, auquel cas le corps est quelque peu dénigré au profit de l'âme? Ou est-ce qu'il faut penser à un au-delà, en fait, une nouvelle façon d'aborder le corps qui réunit corps-esprit en une seule chose, qui est en au-delà, en fait. On transcende complètement l'idée classique d'un corps et d'un esprit, pour arriver vers un corps qui serait un corps conscient, un corps vivant, un corps pleinement intelligent. Je constate en tant que thérapeute, formatrice, en tant que chercheuse autour de la notion du corps, c'est qu'il est très difficile de restreindre notre vision du corps à juste un corps biologique, une machine biologique qui serait faite de matière inerte, qui serait mue par des lois immuables, donc qui se répètent de manière éternelle et qu'on pourrait donc mettre dans des équations mathématiques. Parce qu'en fait, ça, c'est la vision du corps qui est portée par notre science, notre médecine. C'est vraiment cette machine biologique qui est passive, qui est inerte et qui est juste, qui obéit à des lois mathématiques. Donc la raison pour laquelle on ne peut pas rester dans cette vision-là du corps, c'est parce qu'on est aujourd'hui confronté, on l'a toujours été, mais particulièrement aujourd'hui, parce qu'on a une accumulation d'évidences scientifiques, justement des cas sérieux, des cas qui ont été étudiés scientifiquement, qui montrent que notre corps produit des phénomènes hors normes. Et dans le cadre de la clinique, on voit très bien qu'il y a des interactions entre l'esprit et le corps qui font qu'on ne peut pas réduire ce corps à une machine biologique. On est obligé en fait d'ouvrir notre vision du corps. C'est nécessaire, plus que nécessaire aujourd'hui, de changer radicalement notre vision du corps. Et donc j'ai eu l'idée de reprendre l'histoire de la notion de corps. Et là, ça devient vraiment passionnant, parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans des a priori ou des acquis par rapport à la notion de corps. On questionne finalement très peu. Voilà, on questionne finalement très peu, même dans le milieu du développement personnel, même dans le milieu des sciences alternatives ou de la médecine alternative. On entend parler du corps, mais on questionne très peu qu'est-ce que c'est réellement le corps. Et quand on se penche sur l'histoire du corps, on se rend compte que cette idée qu'on a un corps et un seul, et que ce corps est fait de matière inerte mue par des lois éternelles, en gros qu'il est inerte et fixe et qu'en fait voilà, c'est une machine qui roule, elle a été créée en Occident de manière très récente. Donc cette vision-là du corps est vraiment minoritaire au vu de l'ensemble de l'histoire de l'humanité partout sur la planète, c'est-à-dire que quand on regarde les cultures, comment les différentes cultures ont étudié ou approché le corps, c'est radicalement différent. Enfin, c'est vraiment, on est davantage avec une vision plurielle. Il y a plusieurs corps, il y a plusieurs façons d'être au monde. Mais surtout, on n'a pas extrait l'homme telle une chose qui serait à part du reste du monde. Ça aussi, c'est très récent, ça va venir avec la Renaissance, le courant de l'humanisme, donc à partir du XVe siècle, où on va être focus sur l'individualité et focus sur l'espèce humaine. Mais avant ça, on était davantage avec une vision d'un homme qui était partie prenante de l'univers, partie prenante d'un tissu vivant, donc il était constamment traversé par des courants plus grands que lui, et surtout toujours en évolution, c'est-à-dire avec des fluctuations, différents états d'être. Par exemple, c'est pour ça qu'on pouvait changer de nom. Dans certaines cultures, on peut changer de nom parce qu'en fait, on pense qu'on change, on n'est plus les mêmes personnes. Donc on était davantage avec une vision de l'être humain imbriqué dans un tissu vivant et fluctuant, et surtout, du coup, multidimensionnel. C'est-à-dire qu'on n'était pas avec une chose, on était avec un corps, des corps, plusieurs corps,
rassemblés en un seul être, qui était constamment en évolution. Donc on voit que cette idée d'extraire l'homme et d'en faire une chose, c'est très récent, hein, c'est vraiment voilà, progressivement à partir du XVe siècle, plus particulièrement à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Et on invente finalement un être humain qui n'a qu'un seul corps avec un corps biologique, une machine biologique. Et ce qui est vraiment majeur en fait de comprendre, qui est vraiment important, et là c'est un petit peu mon dada, je me bats pour qu'on puisse comprendre ça, c'est qu'en fait notre culture, qui est devenue une culture matérialiste, mais qui était avant une culture dualiste, a créé deux bugs majeurs. Le premier bug, c'est qu'au XVIIe siècle, on atteint ce qu'on appelle un sommet du dualisme, et là on est avec Descartes, qui est par ailleurs un philosophe absolument génial. C'est vraiment lui qui a ouvert l'exploration du champ de la conscience, donc il faut vraiment lui accorder ce trait de génie. Mais dans un deuxième temps, il va retomber dans ce qu'on appelle un dualisme corps-esprit. Il va dire que le corps, ça n'est justement que cette machine que j'ai évoquée. Donc le corps, c'est un automate qui obéit à des lois immuables, des lois de la physique, et que seule l'âme de l'homme est consciente. Donc il scinde en fait l'être humain en deux parties qui sont vraiment distinctes. La matière, la res extensa, et la conscience qui est la res cognitans. Et en fait, en faisant cela, il crée un gros problème. Et d'ailleurs, ce problème va être soulevé de suite par une princesse. C'est la princesse de Bohême, une princesse qui est très éduquée et qui entretient des correspondances privées avec Monsieur Descartes. Et elle va lui poser la question, elle va lui dire « mais quand même, je ne comprends pas. Si on met le corps d'un côté, un corps qui est juste automate, fait de matière inerte, et qu'on met l'âme de l'autre, qui est la seule à être consciente, je ne comprends pas comment les deux peuvent communiquer. » Et il se trouve que Descartes va reconnaître le problème, il va lui répondre dans une lettre privée, qu'effectivement, dire qu'il y a la matière d'un côté et l'esprit de l'autre, c'est une façon d'expliquer les choses, mais que quand on se met dans un état méditatif, lui il parle d'un état de relâche des sens, on se rend compte que les deux ne font qu'un. Donc ça, c'est quand même un aveu incroyable de la part du père du dualisme corps-esprit. Toujours est-il que son dualisme corps-esprit va fortement marquer notre culture, et ce bug, en fait, va être étudié par la philosophie, donc le fait qu'on ne comprend pas comment, si on a un corps qui est juste matière et une âme qui est juste conscience, on ne comprend pas comment les deux peuvent communiquer. C'est par exemple quelque chose qu'on retrouve dans l'expression « ghost in the machine », qui est une expression assez connue, notamment dans le milieu cyber, où on parle du fantôme dans la machine, et qui est repris par un philosophe anglais qui s'appelle Ryle. Il va dire « mais si on continue à penser que la matière, c'est juste cette chose inerte, mue par des lois éternelles, et que la conscience, c'est quelque chose de très différent, eh ben ça condamne la conscience à n'être qu'un fantôme dans une machine. » Ce qu'on voit du coup, souvent, dans le milieu des gens qui s'intéressent au développement personnel ou qui s'intéressent aux médecines alternatives, c'est qu'il y a des discours qui, sans toujours s'en rendre compte, des fois les gens ne se rendent pas vraiment compte des conséquences de ce qu'ils sont en train de dire, utilisent un discours dualiste en disant que le corps c'est juste une enveloppe et que l'âme en fait détient tout le principe de vie et que donc il y a des fois on entend parler de gens qui disent oui, l'âme descend dans le corps, elle anime le corps et au moment de la mort l'âme s'en va et laisse l'enveloppe, le corps n'est qu'une enveloppe derrière. Et en fait on ne peut plus dire ça. On sait, dans le milieu de la philosophie, on sait qu'on ne peut pas dire ça, ça ne tient pas. Parce que si le corps est juste une enveloppe faite de matière inerte et que c'est l'âme qui détient tout le principe de vie, on ne comprend pas comment ils peuvent communiquer. Donc il faut que le corps soit forcément porteur d'une forme de conscience, porteur d'une forme de sensibilité, porteur d'une forme de vie. C'est-à-dire, on doit davantage penser un spectre, voilà, avec peut-être des formes qui sont plus denses et plus lentes et plus densifiées, et puis un spectre qui irait vers des formes de conscience plus subtiles, on dirait. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il y a juste la matière et juste l'esprit. Donc ça, c'est le premier bug. Le deuxième bug se produit un siècle plus tard, donc là on était au XVIIe siècle, on passe au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle de la raison, c'est vraiment le siècle où on va se détourner de toutes les explications théologiques,
On ne veut plus entendre parler de Dieu, on ne veut plus entendre parler d'esprit, on ne veut plus entendre parler de l'âme. Donc l'homme perd son âme. Il est rabattu sur son corps. Le problème, c'est que du coup, ce corps, c'est un corps biologique, c'est un corps comme une machine, c'est-à-dire que c'est un corps qui est cet automate de Descartes, mais sans l'âme. On est juste avec cet automate, donc, qui fonctionne selon des lois qu'on peut mettre dans des équations mathématiques. Voilà. Donc là, on a un énorme problème. C'est que ce corps a été conçu pour être justement très différent de l'âme et de la conscience. Hein. En fait, c'est comme si au début on avait l'âme et la conscience et le corps, on enlève l'âme, on garde le corps et on dit maintenant l'être humain c'est ça. Donc cherchez l'erreur, parce qu'en fait maintenant ce corps qui a justement été conçu pour être différent de la conscience doit expliquer la conscience. On doit maintenant expliquer l'avènement de la conscience à partir d'un corps qui est juste une machine biologique bête et méchante, inerte en soi. Donc depuis le XVIIIe siècle, les neurosciences qui vont émerger au XIXe siècle, puis surtout au XXe siècle, tentent d'expliquer l'avènement de la conscience à partir de la vision d'un corps qui est inerte, qui est mu par des lois éternelles qu'on peut mettre dans des équations mathématiques. Cherchez l'erreur, ça ne peut pas fonctionner. Et ça aussi, ça a été longuement étudié par la philosophie. C'est notamment le problème difficile de la conscience qui a été mis en évidence par David Chalmers, un philosophe, en 1995, si je ne me trompe pas. Il dit, mais on aura beau étudier la tuyauterie du cerveau, comment le cerveau fonctionne, et là on a fait des progrès énormes, donc il faut quand même saluer vraiment les recherches en neurosciences, on a une connaissance du cerveau incroyable et tant mieux. Mais le problème, c'est que ce cerveau, comme il est conçu, c'est-à-dire fait de matière physique, ne peut pas expliquer la conscience. Pourquoi ? Parce que la conscience, c'est une expérience sensible qui se donne à vivre à chaque instant. Et cette expérience sensible n'a rien à voir, c'est-à-dire en philosophie, on dit qu'elle n'a pas la même manière d'être au monde, elle n'a pas la même ontologie que la matière. Le cerveau est fait de matière, et cette matière doit expliquer une expérience sensible, mais ça n'a rien à voir en termes philosophiques. Donc il y a une impasse. C'est-à-dire que par exemple, on a un philosophe français qui est un éminent chercheur sur la conscience, Michel Bitbol, qui nous dit qu'il y a un gouffre explicatif qu'on n'arrivera pas à combler tant qu'on reste dans une vision physicaliste du corps et du cerveau. Donc ça, c'est notre deuxième bug. Donc on est en fait toujours en train de se dépatouiller à essayer de penser le corps et à essayer de penser la conscience dans un cadre qui n'est pas du tout fait pour penser ces questions-là. Tant qu'on reste dans un cadre matérialiste, physicaliste, on ne peut pas résoudre en fait le problème de la conscience et le problème d'un corps conscient. Donc c'est absolument passionnant en fait d'aller questionner la notion de corps qui est finalement le point aveugle de notre culture. C'est-à-dire que, encore une fois, dans le milieu où on fait des recherches sur la conscience, même dans le milieu des recherches scientifiques, on fait l'impasse sur le questionnement du corps. C'est-à-dire, le milieu scientifique ne peut pas questionner le corps parce que pour lui c'est une machine biologique, mais même dans certains milieux de développement personnel ou des gens qui s'intéressent aux médecines alternatives, eh ben, on ne questionne pas assez le corps. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que tout est corps. Tout est corps, mais quel corps, encore une fois? De quel corps on parle? Puisque ce corps ne peut plus être une machine biologique. Quand on dit tout est corps, ben, qu'est-ce que c'est que le corps? Une autre chose qui est peu connue du grand public, c'est qu'en fait, dès le XVIIIe siècle, c'est-à-dire dès qu'on a rabattu l'être humain sur un corps physique, des contre-cultures se sont élevées dès le début pour dire « mais ça ne va pas, on ne peut pas réduire l'être humain juste à une machine biologique ». Il y a eu notamment le courant du romantisme allemand qui a essayé de sauvegarder l'âme, c'est-à-dire elle a dit « mais non, dans chaque chose il y a une âme, il y a l'âme du monde ». Donc ça c'était hyper intéressant, c'était vraiment une espèce de réaction au milieu académique qui était matérialiste. Donc on a eu vraiment ce romantisme allemand, anglo-saxon, voilà, avec vraiment l'envie de développer une vision plus animée du monde.
Alors il y a eu aussi d'autres courants comme le vitalisme qui va parler d'une énergie qui traverse tout l'univers. C'est aussi l'époque où on a découvert l'électricité, le magnétisme, voilà. Donc on essaye d'expliquer aussi les choses à partir de là. Donc là aussi c'est hyper intéressant parce que ça réhabilite la notion d'énergie, ça la développe. Il y a énormément de recherches sur le magnétisme autour du corps humain. Donc en termes de santé alternative, il y a pas mal de méthodes en fait qui vont être issues de ces recherches-là. Le problème sur le plan philosophique, c'est que soit on dit que l'énergie est mesurable par la science, auquel cas elle retombe du côté de la matière, soit on dit qu'on a affaire à une énergie mystérieuse, auquel cas elle retombe du côté de l'esprit, en quelque sorte. C'est quelque chose comme qu'on va rajouter à la matière. Donc ça ne tient pas. Ensuite, on a tout le courant de la biologie organismique, des courants qui vont davantage penser l'organisation, la complexité, la systémique. Là aussi, c'est hyper intéressant parce qu'on va commencer à penser la vie comme étant une organisation de la matière. Donc là, on va dire, on n'a pas besoin de rajouter un élément qui sera ni une âme, ni une énergie. Ce qui fait émerger la vie, c'est que la matière s'organise et devient de plus en plus complexe. Et à mesure de la complexité, on voit l'émergence de certaines propriétés. Et la conscience serait l'émergence d'une propriété de la matière. Donc là, c'est vraiment super intéressant, parce que ces approches ont permis d'avoir une vision de l'être humain beaucoup plus complexe, systémique, holistique. Donc on a beaucoup de chercheurs avant-gardistes qui ont permis de changer notre vision de la biologie, et ça c'est super. Le problème, c'est que si on reste dans la posture où on dit que c'est une matière inerte qui, en s'organisant, fait émerger des propriétés, ça ne tient pas. Comment une matière inerte peut faire émerger une intelligence? C'est pas possible. Donc en fait, la vraie révolution qui est encore plus radicale que les courants que je viens de citer, vient de certains penseurs qui, dès le XVIIIe siècle, vont essayer de penser la sensibilité. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, comme je le disais, l'être humain est rabattu sur un corps-machine, il perd son âme, on ne veut plus entendre parler de l'âme, et cette machine biologique doit expliquer la conscience. Et alors ces penseurs vont dire, mais en fait, pour expliquer la conscience, ce corps doit être sensible. Donc c'est un geste absolument radical. Parce que la sensibilité, force est de constater qu'on est des êtres sensibles, jusque-là était enracinée dans l'âme. Et donc là, ce qui se passe, c'est que comme la sensibilité ne peut plus s'enraciner dans l'âme, on va l'enraciner dans le corps. Et ça, c'est radicalement novateur. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a des chercheurs qui vont commencer à explorer le corps sensible. Ils vont commencer à dire « Ah, mais mon corps est sensible, alors là, ça me fait ça, et si j'écoute, alors ça m'emmène là, et puis là, il se passe ça. » Enfin, il y a vraiment comme une plongée à l'intérieur du corps sensible qui va donner lieu à la naissance de champs absolument importants. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on perd l'âme, on perd les dimensions supérieures de l'âme, et on peut dire dommage, mais on va gagner en profondeur. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'être humain gagne en profondeur sensible, et ça va donner lieu à la nécessité déjà de nommer ce nouvel être sensible, puisqu'on ne peut plus dire c'est l'âme. Et là, on a par exemple Diderot qui va inventer le nom soi, le soi. On invente la notion de soi, qui en quelque sorte va remplacer l'âme. Et de cette notion de soi va naître aussi la nécessité de penser des strates qu'on va appeler psychiques. Donc en fait, à partir du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, on invente un être psychique, on invente une psyché. Puis on dote l'être humain d'un appareil psychique pour remplacer l'âme, en quelque sorte. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces recherches qu'on appelle psychiques, toutes ces recherches qui font justement émerger cette nouvelle vision de l'être humain, parce qu'on change radicalement de vision de l'être humain, du coup, il n'a plus d'âme, mais il a un appareil psychique. Ces recherches se font surtout dans le milieu du magnétisme animal. Alors, le magnétisme animal, c'est un courant qui a été fondé par Anton Mesmer, qui était un Autrichien. Donc lui, sa vision,
C'était une vision assez vitaliste dans le sens où il voyait qu'il y avait une énergie qui traversait l'univers, chaque chose et l'être humain. Pour lui, la maladie était un dysfonctionnement de cette énergie, une disharmonisation de cette énergie. Et en faisant des passes magnétiques, on pouvait harmoniser cette énergie et guérir des êtres humains. Il a eu beaucoup de succès, il a guéri beaucoup de gens, ça a créé pas mal de problèmes. Il y a eu des commissions qui ont attesté les faits, mais qui n'ont pas pu attester l'existence dite de l'énergie. Et puis ensuite, ça a été dénigré. Mais bon, en tout cas, Mesmer lui-même ne s'intéressait pas trop à la dimension psychique des expériences qu'il provoquait. Par contre, il a eu un disciple qui s'appelait le marquis de Puységur, qui lui s'est plongé dans l'étude justement des états de transe qui étaient provoqués par les passes magnétiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, donc on est avant la Révolution française, et c'est un marquis, donc il magnétisait ses sujets. Et un jour où il est dans son domaine, on lui amène un jeune paysan malade, il lui fait des passes magnétiques, et le jeune paysan tombe dans un étrange sommeil, il s'endort. Et depuis ce sommeil, il se met à parler avec une éloquence incroyable, un langage vraiment châtié. Donc le marquis est très surpris, en fait, il se demande mais enfin qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme. Et surtout, le jeune homme commence à lire dans les pensées du marquis et à prédire sa maladie. Donc là, c'est assez surprenant. Et le marquis va se passionner en fait pour l'étude de ces états de transe dans lesquels se produisent des phénomènes étranges. Et ça va donner lieu, donc il va y avoir plusieurs branches, ça va donner lieu à l'étude des sciences psychiques en tant que ça deviendra de la parapsychologie, l'étude de la télépathie, de la voyance, de la précognition, tout ça. Mais surtout, ça va permettre l'exploration des strates profondes de la psyché. Donc on est vraiment avec des recherches qui se font dans des états de transe et qui font émerger différentes personnalités chez la même personne. C'est-à-dire que quand la personne est dans son état vigile, elle a une façon d'être, et quand elle est en transe, c'est comme s'il y avait d'autres personnalités qui émergent, et des personnalités qui semblent parfois plus intelligentes, plus conscientes, donc ça pose problème. Toujours est-il que du coup, on est en train de doter l'être humain d'un appareil psychique, et que les premiers modèles de ces appareils psychiques, c'est justement des modèles à personnalité multiple. On dit qu'à l'intérieur, on a différentes personnalités. Seulement, au bout d'un moment, on s'aperçoit que ces personnalités intérieures ne sont pas toujours stables, qu'elles changent, qu'elles évoluent. Et à la fin du 19e siècle, on va inventer la notion d'inconscient. C'est-à-dire que, du coup, on va surtout avoir besoin de penser qu'en deçà de la conscience vigile, il y a une strate inconsciente. Voilà. Et là, on aura différents modèles. Le modèle de Janet du subconscient, le modèle de Frédéric Myers du moi subliminal, le modèle de Freud d'inconscient, mais Freud arrive sur le tard. Il y a des modèles très élaborés avant lui. En tout cas, tout ça pour dire que de cette recherche du corps sensible, parce que c'est là en fait qui est mon point principal, c'est de montrer que, et c'est pas que moi qui le dis, je m'appuie sur des chercheurs, voilà, je peux sourcer vraiment mes propos, c'est que en fait, le champ des sciences psychiques, de la psychologie, de la psychanalyse, de la psychiatrie, des psychothérapies, émerge de la nécessité de penser un corps sensible, en fait. Ça a été oublié par la suite, mais tout ça est rendu possible parce qu'on cherche à penser une sensibilité qui est enracinée dans le corps. On ne veut plus l'enraciner dans l'âme. Donc, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on est à la fois dans une culture matérialiste qui nous parle d'un corps biologique, on est encore avec des relents spiritualistes qui vont nous dire « mais non, le corps n'est que le véhicule de l'âme ». Et on est avec un nouveau courant qui émerge en arrière-plan, qui est un petit peu discret, mais qui est en fait la graine d'une révolution mais radicale, dont on ne mesure même pas encore l'ampleur, qui est qu'on veut penser un corps sensible. Et ça veut dire quoi, penser un corps sensible ? Penser un corps sensible, ça veut dire réenchanter la matière. On est en train de chercher à réenchanter le corps, et si on réenchante le corps, on réenchante la matière, on réenchante le monde. Donc le projet caché de l'Occident, c'est de réenchanter le monde. Et ça, on ne le voit pas suffisamment. C'est-à-dire que toutes ces contre-cultures qui s'élèvent depuis le XVIIIe siècle essayent de faire descendre l'esprit dans la matière
monter la matière dans l'esprit. En fait, ce qu'elle essaye de faire, c'est de dépasser complètement ces notions qui sont vieilles comme le monde et qu'il faut vraiment lâcher. Elles sont poussiéreuses, il ne faudrait même plus parler de corps ni d'esprit, en fait, il faudrait parler encore d'autres choses. Et justement, ces courants essayent de penser un troisième domaine d'être qui n'est ni corps ni esprit, mais encore autre chose pour lequel on n'a pas vraiment de nom. Et ça, on le retrouve, c'est vraiment des penseurs illustres. On a déjà Spinoza, qui est un précurseur, qui va essayer de penser que la matière et l'esprit sont deux faces d'une réalité encore plus sous-jacente, qui va appeler Dieu est dans la nature, parce que c'est ses termes à lui. Par la suite, on a pas mal d'autres chercheurs qui vont vraiment tenter de faire émerger un troisième domaine d'être, notamment la phénoménologie avec Husserl. Mais on a vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, plein de chercheurs, même dans le milieu scientifique, qui nous disent, les chercheurs quantiques qui nous disent que la conscience doit être prise comme un fait premier. On a plein de convergences, en fait, qui nous ramènent vers la nécessité de penser qu'en fait, au final, il n'y a qu'une seule chose, et que de cette chose émerge le corps et l'esprit. Et même, moi, j'ai plutôt envie de dire qu'il faut vraiment sortir du dualisme. Il faut plutôt penser qu'il y a une seule chose de laquelle émerge une multiplicité de façons d'être. Pourquoi deux? Non, il y en a plein. Vraiment de revenir à une vision multiple de la réalité. Et quand on change de vision philosophique, comme ça, là, quand on bascule vers cette nécessité de penser qu'il n'y a qu'une seule chose, et que de cette chose émerge une multiplicité de façons d'être au monde, une multiplicité de facettes, ben d'un seul coup, on ne peut plus regarder le corps pareil. D'un seul coup, on comprend que le corps, c'est ce mystère, parce qu'il faut bien s'incliner sur le fait que d'où ça émerge, on ne sait pas bien, mais en tout cas, que le corps est une multiplicité de façons d'être au monde qui sont rassemblées autour d'un sujet. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, de la matière telle qu'elle est décrite par la science, de l'énergie telle qu'elle est décrite par la science, mais il y a de la sensibilité, il y a des émotions, il y a de la pensée, il y a peut-être des dimensions qu'on appelle spirituelles mais ou existentielles. Et puis, toutes les recherches en parapsychologie nous montrent bien que le corps est capable de faire des prouesses qu'on ne comprend pas, il est capable d'accéder à des informations qui semblent transcender l'espace-temps. Donc peut-être qu'à l'intérieur de nous, il y a des façons d'être au monde qui sont vraiment surprenantes. Et tout ça, c'est le corps. C'est-à-dire que le corps, c'est cet assemblage de plein de façons d'être au monde. Et d'ailleurs, quand on regarde l'orthographe du mot corps, le corps s'écrit d'entrée de jeu avec un S à la fin. En fait, le corps s'écrit d'entrée de jeu au pluriel. Parce que le corps vient de la notion de corpus. On a juste perdu le U, mais au départ, le corps, c'est un corpus. Un corpus, c'est quoi? Un corpus, c'est un rassemblement de différents supports parce qu'ils traitent du même sujet. Par exemple, un corpus de savoir, c'est des livres, des films, des enregistrements audio, des parchemins, voilà. Donc plein de supports différents, mais qui vont traiter d'un même sujet. Et donc on pourrait voir que le corps, c'est un rassemblement de plein de supports différents autour de ce qui semble être un sujet. Et là, on comprend même que l'orthographe du corps nous parle de cette multidimension du corps, c'est-à-dire que finalement, le corps, c'est multifacette, c'est comme le diamant qui a plein de facettes et qu'on peut aborder par là ou par là, et dont le cœur reste d'une certaine manière encore insondable, mais en tout cas, c'est certainement pas une machine biologique, c'est certainement pas juste une enveloppe pour l'âme, c'est tellement plus, quoi. C'est vraiment plein de dimensions qui se donnent à vivre et qui nous aident à radicalement changer notre vision de l'être humain. Et ce qui est vraiment absolument génial, c'est que d'un seul coup, on comprend beaucoup mieux les guérisons inexpliquées, remarquables, extraordinaires, les phénomènes hors normes du corps. Parce que c'est vrai que tant qu'on a une vision du corps comme une machine biologique, donc comme je le disais, qui est mue par des lois fixes, qu'on peut mettre dans des équations mathématiques, oui, c'est vrai que dans ce cadre-là, les guérisons inexpliquées sont tout bonnement impensables. Je veux dire, c'est pas possible que le corps, s'il est passif et juste répétitif, puisse d'un seul coup changer ses propres paramètres. Mais quand on change de vision du corps, quand on se rend compte que le corps,
c'est finalement un dispositif qui fait apparaître plein de façons d'être au monde qui sont différentes, mais surtout que le corps, c'est de l'esprit, c'est de la conscience, ben, on peut davantage comprendre que ce corps conscient puisse modifier ses paramètres et produire des guérisons, parfois en l'espace de quelques minutes, de quelques heures, de quelques jours, de quelques semaines. Hein? Parce que finalement, c'est ça, une guérison remarquable. Une guérison remarquable, ça se produit au sein d'un organisme qui est jugé malade, donc au sein d'un organisme dont les paramètres produisent des conditions néfastes aux vivants, pathologiques, et au sein de cet organisme malade, eh ben, comme je le disais, en l'espace de parfois très peu de temps, les paramètres changent et produisent des conditions qui sont propices aux vivants. Et si on comprend que ce corps est intelligent, que ce corps est profondément et intrinsèquement de la conscience, d'un seul coup, on comprend mieux comment ça marche. C'est-à-dire qu'un changement d'état de ce corps conscient va changer ses paramètres. Donc ça nous demande en fait de radicalement changer de façon de voir ce corps. Et c'est pas évident parce que souvent, quand on est avec des discours sur les guérisons remarquables, on va parler de l'influence de l'esprit sur le corps, de l'effet placebo, donc l'influence des croyances sur le corps. Donc l'effet placebo, c'est tel qu'il est décrit classiquement, c'est que si je crois qu'un médicament ou une intervention chirurgicale marche, eh ben ça va marcher juste parce que j'y crois, même s'il n'y a rien, il n'y a pas de principe actif dans le médicament ou que l'opération n'a pas eu lieu, on m'a juste anesthésié et c'est tout, mais que je guéris quand même, c'est parce que j'ai cru que c'était possible, que ça m'a fait guérir. Mais quand on dit ça, quand on parle de l'influence de l'esprit sur le corps, on est encore dans ce vieux discours dualiste où c'est l'esprit qui influence le corps. Voilà, ça, En fait, non, c'est vraiment radicalement le corps conscient. C'est la même chose, en fait. Et là, on se rend compte qu'en fait, on a des traditions qui nous parlent depuis toujours de l'idée d'une plasticité fondamentale de la réalité. Hein? Donc, vraiment, l'idée que le corps, mais que c'est vraiment le corps conscient, c'est pas juste l'esprit qui influence la matière, mais que c'est vraiment cette chose, ce troisième domaine d'être qui est plastique, et cette idée-là, hein, donc qui peut produire une guérison de manière spontanée, cette idée-là a été portée par des traditions ésotériques qui, en marge du milieu académique officiel ou des religions exotériques, ont soutenu l'idée que l'univers, en fait, que la réalité est fondamentalement plastique, et l'idée qu'il y a une force profonde, une conscience profonde qui peut produire des changements dans un réel qui en réalité est plastique. C'est-à-dire un réel qui ne cesse de changer, qui ne cesse de pouvoir adopter une forme ou une autre. C'est un petit peu comme si notre corps, finalement, était profondément une cellule souche qui, selon cette imagination, ou aussi selon les informations environnementales, pourrait changer de forme, pourrait changer d'expression et produire en cela des guérisons spontanées ou des maladies spontanées, d'ailleurs, ça va dans les deux sens. Mais en tout cas, cette idée n'est absolument pas nouvelle de penser cette plasticité fondamentale du réel. Elle est portée notamment par des chercheurs comme Ernesto De Martino, qui a beaucoup étudié les états de transe, les traditions en Italie, dans le sud de l'Italie, mais qui est aussi un grand penseur justement de ces phénomènes un peu hors normes. Lui, il parle de l'idée que en fait, notre réalité est culturellement conditionnée, c'est-à-dire qu'on conditionne complètement l'avènement du réel. Donc c'est assez puissant. On a aussi un autre chercheur, le sociologue Bertrand Meeus, que j'adore. Lui, il parle d'un processus de décrire-construire. Il dit que quand on décrit la réalité, on la co-construit en fait. Donc on oriente notre perception du monde et peut-être même qu'on oriente le monde en lui-même. C'est-à-dire que l'avènement du monde, c'est comme un dialogue entre tous les éléments du monde qui vont fabriquer, qui vont co-créer en fait une réalité commune. Et à partir de là, le phénomène des guérisons inexpliquées ou miraculeuses a vraiment attiré l'intérêt des chercheurs, soit en médecine, soit en sciences,
Donc on a commencé à avoir des études assez sérieuses à partir des années 80, donc publiées, comme je disais, en bonne et due forme. Et en 1993, on a eu la publication d'une méta-analyse de cas qui ont été extraits en fait de la littérature médicale, donc des cas qui sont irréprochables, c'est-à-dire avec dossier médical avant la guérison, dossier médical après la guérison, enfin vraiment des cas absolument solides. Et en 1993, on a 2 chercheurs de l'Institut des sciences noétiques de Californie, en tout cas qui travaillaient avec cet institut-là, qui s'appellent O'Regan et Ishberg, qui ont publié une méta-analyse, donc une étude de cas issus de la littérature médicale, donc des cas irréprochables. Et ces chercheurs ont rapporté plus de 1300 cas depuis la fin du 19e siècle. À l'heure d'aujourd'hui, ce fameux Institut des sciences noétiques de Californie a une bibliothèque de 3500 cas de guérison extraordinaire, prodigieuses, on ne sait plus très bien comment les qualifier, mais en tout cas de guérison spontanée. Du coup, cette banque de données de 3500 cas de guérison inexpliquée a permis à un certain nombre de chercheurs d'essayer de voir s'il y avait un facteur commun. C'est la grande recherche, savoir, ok, mais comment est-ce qu'on pourrait expliquer les guérisons inexpliquées? Est-ce qu'il y a un facteur X qu'on pourrait exploiter? Et ce que les chercheurs ont conclu, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de facteur X. Par exemple, si quelqu'un a fait une diète particulière avec certaines plantes, ou a pris telle substance, ou a fait un jeûne, ou a fait du yoga, ou a fait du tai chi, en fait, ça ne suffit pas à expliquer sa guérison. Bien sûr, on arrive très vite sur la question du placebo. Peut-être que c'est parce qu'elle a cru que ce qu'elle utilisait était efficient et que ça a créé en elle une guérison. On est au-delà de la technique en elle-même, on est avec le fait que la personne croit que la technique qu'elle utilise va la guérir, et c'est ça qui produit la guérison. Mais on peut vraiment aller au-delà de l'idée du placebo, de l'idée que c'est mes croyances qui vont influencer mon état. On peut parler finalement de la possibilité que ces guérisons soient le résultat de facteurs qui nous échapperont toujours, mais notamment d'un changement d'état d'être à l'intérieur de ce corps conscient. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus avec l'idée d'un corps biologique et d'un esprit qui influencerait le corps, on est avec l'idée que le corps est conscience et que c'est un changement d'état dans ce corps conscient qui produit la guérison. Et un changement d'état, c'est quoi? C'est un changement qu'on appellerait aujourd'hui un état élargi de conscience, sauf qu'il faudrait dire un état élargi de corps-conscience, pour être vraiment fidèle à mon propos. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que quand les gens sont confrontés à des maladies graves, des pathologies difficiles ou des situations hors normes, il y a souvent des expériences qui se vivent, qui sont assez profondes, qui sont assez existentielles, qui confrontent les gens à des formes de lâcher-prise en fait, qui sont plus ou moins conscients, c'est pas toujours conscientisé, mais je veux dire être confronté à une maladie où on nous dit qu'on a 3 mois à vivre, ou être dans des cas d'accidents graves, ça fait quelque chose au système qui fait qu'il pourrait y avoir un changement d'état de ce corps conscient qui produirait une réorganisation de ses paramètres, de ses propres paramètres. Et donc là, ça nous emmène vraiment sur le terrain qui est très à la mode aujourd'hui et qu'on parle de terrain d'exploration des états élargis de la conscience, sauf qu'en fait, il faut vraiment dire que c'est un terrain d'exploration des modifications du corps conscient. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la conscience éthérée, c'est vraiment ce corps sensible qui est fondamentalement plastique et selon l'état dans lequel il est, va changer ses paramètres. Donc là, on se rapproche encore un pas de plus. Ça a été très à la mode de parler de l'effet placebo dans les années 90-2000. Maintenant, on est beaucoup plus avec cette compréhension d'une profonde plasticité du corps et qui, quand il change d'état, change sa manifestation en fait. Mais on voit souvent qu'il y a vraiment comme une prise de conscience, on va dire. Il y a quand même des choses qui vont interpeller l'organisme. Et puis, on a aussi donc de l'autre côté la possibilité d'essayer d'accompagner, de provoquer en fait ces changements d'état. De toute façon, c'est le but de la médecine, c'est le but de toutes les approches de la santé. Mais on a quand même des approches maintenant qui vont chercher à
travailler sur cet état fondamental, et notamment les approches psychocorporelles, psychosomatiques, les approches justement sur le travail avec la transe, les états élargis de conscience, où là on va vraiment essayer de changer l'état profond, ce qui n'est pas simple, hein, parce qu'on est des structures complexes et on ne change pas comme ça les structures de notre système. C'est pour ça aussi que les guérisons spontanées ou les guérisons prodigieuses restent des phénomènes très rares. En termes de guérison inexpliquée, on a par exemple le cas de Anita Moorjani, qui est une Indienne qui vivait à Hong Kong et qui souffrait depuis 4 ans d'un cancer des ganglions, donc syndrome de Hodgkin. Elle était arrivée à un stade avancé, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans le coma et on l'a emmenée à l'hôpital. Et là, donc, il y a une équipe médicale qui l'a pris en charge et qui a tenté d'intercéder, de l'opérer, notamment de certains ganglions. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait une sorte de vécu d'expérience de mort imminente. Elle a vu l'équipe médicale la prendre en charge alors qu'elle était dans un coma profond. Elle a pu même rapporter des détails pratiques qui ont été confirmés par la suite. Par exemple, un tel médecin a dit ça à tel moment, vous avez fait telle intervention à tel moment. Donc ça, c'était vérifiable. Après, elle a eu une sorte de rencontre avec son père décédé, ce qui est, voilà, on en pense ce qu'on en veut, mais elle rapporte avoir vécu ça, avoir vraiment vécu des prises de conscience importantes. Elle a aussi vu son frère prendre l'avion, et effectivement, à ce moment-là, son frère a pris l'avion pour venir la voir. Toujours est-il que quand elle s'est réveillée, elle se sentait déjà beaucoup mieux, c'était déjà étonnant qu'elle se réveille, qu'elle revienne à elle. Et en l'espace de 3 semaines, elle a totalement guéri de ce cancer des ganglions à un stade avancé. Voilà. Et ça, c'est attesté par des dossiers médicaux. Voilà, il n'y a pas de souci sur la fiabilité de ce cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Toujours est-il qu'en fait, elle semble avoir vécu des états importants qui lui ont fait prendre conscience, et encore une fois, on pourrait dire conscience, mais corps conscience, hein. On est prisonnier par notre langage, en tout cas, il y a eu des prises de conscience qui ont changé les paramètres de son organisme. Et elle en a guéri. Ensuite, on a évidemment le grand dossier des guérisons qui se sont produites à Lourdes. Donc on peut dire effectivement qu'il y a eu beaucoup d'appelés et peu de guérisons, mais quand même, on a plus de 7300 dossiers qui ont été déposés auprès du bureau des constatations de Lourdes. Il y a quelques 3000 guérisons qui ont été attestées et 70 miracles qui ont été validés. Donc c'est quand même pas rien, c'est quand même 70 personnes qui ont vécu une guérison qu'on peut là pour le coup appeler miraculeuse, puisque si on utilise la terminologie qui se doit dans ce milieu-là. Et notamment, il y a une dame qui s'appelle Jeanne Frétel, qui souffrait d'une pantonyte tuberculeuse et d'une méningite, qui en a souffert pendant 10 ans, qui est tombée dans le coma 3 mois avant d'être amenée à Lourdes. C'était la 2e fois qu'on l'a amenée à Lourdes. Cette fois-là, elle est arrivée dans un état semi-conscient, elle était sur un brancard, elle vomissait du sang. Et en fait, il y a un prêtre qui est passé à côté d'elle et qui a prêté attention à elle. Et à partir de là, elle se serait guérie, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques heures, elle a demandé à pouvoir manger, donc elle n'avait pas mangé depuis des mois. Elle s'est relevée, elle a marché, et en l'espace de quelques semaines, elle est redevenue normale. Donc ça, c'est quand même assez étonnant comme cas de guérison inexpliquée. Après, il n'y a pas que les guérisons inexpliquées quand on regarde justement cette plasticité fondamentale du corps. Il y a aussi toutes les performances hors normes du corps. Et là, on a tout un panel de possibilités qui nous est rapporté déjà par la littérature mystique, mais pas que, par la littérature profane, par la littérature médicale, de gens qui soit avaient des malformations surprenantes qui ne gênaient pas le fonctionnement de leur organisme, soit ont produit des manifestations hors normes. Et là, on a par exemple le fameux cas qu'on appelle l'homme sans cerveau. C'est un Français qui, à l'âge de 44 ans, est allé à l'hôpital parce qu'il avait une douleur dans la jambe. Il arrive à l'hôpital, on lui fait une IRM, et grande surprise, l'IRM montre qu'il n'a seulement que 10% de son cerveau. C'est-à-dire que l'ensemble de sa boîte crânienne est rempli à 90% de liquide céphalorachidien et seulement 10% de cerveau. Or, cet homme n'est absolument pas connu pour avoir des troubles neurologiques. Il fonctionne normalement, il est marié, il a des enfants, il a une vie normale. Et il n'a seulement que 10% de son cerveau. Ce cas a été étudié donc par des chercheurs et il a été publié dans le fameux journal de Lancet,
qui est quand même le must des publications médicales à ce jour. Donc comment est-ce qu'un homme qui n'a que 10% de son cerveau peut fonctionner normalement? On a également des recherches sur les performances hors normes du corps, comme par exemple les recherches qui ont été menées par le docteur Thérèse Brosse, qui était chef de clinique en cardiologie à la faculté de médecine de Paris. Elle a étudié les yogis qui peuvent retenir leur souffle pendant de longues périodes de temps. Donc on sait que les apnéistes tiennent plusieurs minutes, voire on va passer la dizaine de minutes. Là, il s'agit de plusieurs heures. C'est-à-dire qu'elle a pu mesurer en fait des yogis qui ont cessé de respirer, ou en tout cas qui avaient une respiration qui n'était pas décelable par toutes les mesures scientifiques qu'elle a mises en place pendant plusieurs heures. Donc c'est étonnant de voir que le corps peut cesser de respirer. Et quand on étudie donc ces cas extraordinaires, on voit que d'une certaine manière, toutes les fonctions vitales peuvent être modifiées. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des cas de gens qui n'ont pas mangé pendant des dizaines d'années, déjà des gens qui n'ont pas bu pendant plusieurs années, ce qui est déjà incroyable, qui n'ont pas dormi pendant très longtemps, pareil, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Après, on a aussi d'autres modifications plus internes, comme par exemple l'hyperthermie. Alors là, c'est assez intéressant, c'est quand le corps devient tellement chaud en fait que la personne est obligée de boire des quantités incroyables d'eau ou de se ventiler. Ça, on a de très nombreux cas dans la littérature mystique, mais surtout, on a un cas contemporain qui est le fameux Padre Pio, qui est ce prêtre italien qui a par ailleurs produit nombre de phénomènes hors normes du corps, mais notamment, on n'a jamais connu la température exacte de son corps parce qu'il faisait exploser tous les thermomètres. Il a fallu utiliser un thermomètre de bain qui a affiché 48,5 degrés, 48,5 degrés, alors que la science médicale nous dit qu'au-delà de 44 degrés, on meurt. Donc lui, il est monté à 48. Voilà, donc on a des exemples comme ça qui sont objectivés par des mesures médicales ou scientifiques qui montrent que le corps produit des phénomènes hors normes qui dépassent complètement le cadre normatif dans lequel il devrait se comporter. On a aussi des cas beaucoup plus extraordinaires, par exemple d'incombustibilité des corps qui résistent aux flammes, qui peuvent prendre des objets brûlants dans les mains et qui n'en souffrent absolument pas. On a notamment le cas de Marie Sonnet, qu'on surnommait la salamandre, et qui pouvait s'étendre en transe au-dessus d'un feu en flamme en étant juste appuyée sur 2 tabourets. Et ce cas a notamment été attesté par des notables qui ont signé des procès-verbaux en bonne et due forme et qui attestent que cette fameuse salamandre Marie Sonnet est restée plus de 36 minutes au-dessus d'un feu ardent sans souffrir de brûlure. Et donc c'est de tous ces cas en fait de performance hors norme du corps, donc du corps conscient, que je parle dans mon livre en fait, des cas de corps lumineux, d'émanation de parfums, on a des cas de stigmates évidemment, ça c'est des cas qui ont été beaucoup étudiés, mais de manière plus surprenante, des cas d'élongation, des corps qui s'allongent, des membres qui repoussent, on a la lévitation, alors là on avance sur des terrains qui sont très très surprenants, voilà, les bilocations, et on a aussi tous ces cas très intéressants de corps qui ne périssent pas au moment de la mort. C'est-à-dire, on a Sainte Thérèse d'Avila, dont on a ouvert le tombeau plusieurs siècles après sa mort et dont le corps est resté absolument intact. Des cas comme ça, il y en a beaucoup en fait qui sont attestés. On a aussi des cas contemporains de corps qui n'ont pas péri au moment de la mort. Donc tout ça, ça nous invite vraiment à changer notre vision du corps, c'est-à-dire, comme je le disais, tant qu'on maintient la vision d'un corps biologique, on ne peut pas comprendre ces phénomènes. Or, quand on voit qu'il y a une réflexion de fond, un projet caché de la culture occidentale qui est de réenchanter le monde, réenchanter le corps, et bien à partir de là, on comprend beaucoup mieux ces phénomènes hors normes qui sont finalement peut-être le produit de certaines lois qu'on ne comprend pas encore. On n'est pas obligé d'avoir recours à des explications ésotériques ou de rester borné dans un cadre matérialiste. On peut ouvrir cette troisième voie, de dire que peut-être que la nature du réel a encore des choses à nous apprendre, que peut-être ces phénomènes sont le résultat de lois qu'on ne comprend pas encore et que ça a le mérite d'être étudié. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un appel à la recherche. C'est-à-dire de garder l'esprit ouvert, de continuer à enquêter, de continuer à essayer de comprendre
Quelle est la nature profonde de cette réalité? Quelle est la nature profonde de l'être humain? Même si certainement elle nous échappera toujours. Mais voilà, c'est tellement intéressant de mettre un pas dans l'autre et de faire avancer la connaissance. Une manière d'inverser cette cristallisation qu'on a dans notre culture de vouloir absolument mettre l'esprit au-dessus du corps, et quand on parle du placebo, ben c'est l'influence de l'esprit sur le corps. Les guérisons miraculeuses, c'est l'influence de l'esprit sur le corps. Une manière d'inverser ça, c'est de, par exemple, voir que quand des sportifs de haut niveau font beaucoup de sport, ça leur arrive assez fréquemment d'atteindre un état d'être qu'on appelle the flow en anglais, ou la zone en français, qui est un état de grâce, d'une certaine manière, on peut dire un état d'élargissement de leur conscience, mais de leur corps conscience pour le coup. C'est-à-dire que quand on travaille le corps, on ouvre à l'intérieur de nous d'autres façons d'être au monde. C'est-à-dire que quand on mobilise, quand on modifie les paramètres corporels, on modifie notre état d'être. Et à bien regarder, quand on regarde ce qu'on appelle les technologies du sacré, qui sont ces pratiques qui sont utilisées depuis la nuit des temps pour justement explorer des élargissements de nos états propices à une voie spirituelle par exemple, quand on regarde ces technologies du sacré, elles sont à 95% des technologies corporelles. Il s'agit de faire un travail sur le souffle, faire un travail sur le mouvement, faire un travail sur la vibration ou la voix, faire une diète ou à l'inverse prendre certaines substances. Enfin, tout ça, c'est corporel, c'est-à-dire que c'est quand on modifie les paramètres corporels qu'on modifie la conscience. Souvent, on est omnibilé par cette conscience, mais on oublie qu'elle est profondément corporelle, cette conscience, et qu'un bon moyen de l'explorer, c'est d'explorer le corps, parce que finalement, c'est la même chose. Et c'est quand on modifie les paramètres corporels qu'on explore la conscience. Voilà. Et c'est là aussi où deviennent vraiment importantes toutes les approches dites psychocorporelles. Alors, psychocorporel, ça a encore le fâcheux défaut de mettre en relief la psyché et le corps, mais c'est des approches qui vont davantage penser la complexité de l'être humain. En tout cas, ces approches qui passent par le corps sont tellement importantes justement parce qu'elles accompagnent les personnes dans un processus thérapeutique, mais sans jamais oublier que ces personnes sont des corps conscients. Et quand on inclut cette dimension dans le travail thérapeutique, on a du coup accès à des ressources très précieuses quand on cherche à guérir. Donc vraiment, ces approches ouvrent des champs cliniques absolument fondamentaux. Donc ce qu'on fait dans les approches psychocorporelles, c'est qu'on est avec une approche qui reste psychothérapeutique. La personne vient pour un problème, parce qu'elle est en train de divorcer, de déménager, elle a perdu quelqu'un, il y a un deuil ou une crise existentielle qui émerge de l'intérieur. Donc on est dans un cadre thérapeutique, on accueille la personne dans sa dimension psychique, mais on va inclure l'intelligence émotionnelle et surtout l'intelligence dite corporelle avec des outils psychocorporels justement pour permettre à cette personne de se déposer fondamentalement dans cette présence profonde qui est corps consciente. Et de là peut émerger des informations en fait, précieuses pour la thérapie, des flux d'énergie de vie, on va dire, et surtout des solutions, c'est-à-dire que vraiment, comme le corps est le grand médecin, ça c'est pas moi qui le dis, tous les médecins dignes de ce nom disent bien qu'eux ne font que faciliter un processus naturel de guérison, c'est-à-dire que finalement, au final, le corps c'est le médecin. Et bien quand on travaille, quand on inclut cette dimension corporelle dans le cadre de la thérapie, on peut soigner l'âme à partir du corps, ou en tout cas on peut soigner l'esprit, on peut soigner la psyché, on peut soigner la conscience à partir du corps. C'est tellement important de faire ça, parce qu'il y a tellement d'intelligence dans ce corps conscient. Et c'est par exemple ce que je propose moi dans mes stages. J'ai notamment un stage qui s'appelle « Votre corps vous parle », où j'emmène pendant 3 jours des gens à descendre dans leur présence corporelle pour découvrir déjà ce que leur paysage intérieur a à leur raconter, mais aussi pour faire monter cette intelligence corporelle, pour que cette intelligence profonde du vivant puisse leur parler, leur indiquer des choses ou voire les faire vivre des expériences importantes pour eux. Ce que je trouve vraiment précieux et vraiment fondamental avec ce changement de vision du corps, c'est qu'on sort d'un corps qui est finalement passif
est contraint à obéir à des lois de la physique qu'on peut mettre dans des équations mathématiques, enfin, une vision du corps très étriquée, très fermée, presque comme si s'il y a une sorte de destinée de laquelle on ne peut pas sortir. Et quand on change de vision de corps et qu'on se rende compte que ce corps, c'est un corps conscient qui donne lieu à de multiples états d'être, c'est génial parce que ça réouvre totalement l'horizon. Ça fait que d'une certaine manière, tout est possible. C'est-à-dire tout devient possible. On peut prendre sa guérison en main, on peut prendre sa vie en main. Bien sûr, il faut rester humble. On est quand même pétri d'habitudes, pétri de conditionnement. Mais ça n'empêche qu'on peut s'en défaire, on peut s'en sortir. Cette vision-là, elle ouvre l'horizon, elle réenchante le corps, elle réenchante le monde. Donc moi, ça m'inspire beaucoup, ça me motive, ça me donne de l'énergie pour continuer la recherche.